Le virus d'Epstein-Barr, qu'est-ce que c'est? C'est la question que je vais poser au professeur Bruno Stankov. Vous êtes neurologue à l'hôpital Saint-Antoine et chef d'équipe à l'ICM. Alors, ce virus, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, on va voir ses implications éventuelles dans la sclérose en plaques. Le virus d'Epstein-Barr, c'est un virus extrêmement répandu. C'est le virus qui est responsable sur le plan des pathologies communes de la mononucléose infectieuse, qu'on appelait autrefois la maladie des amoureux. Mais en fait, c'est un virus extrêmement répandu dans la population générale, puisque plus de 90 à 95% des adultes ont été en contact avec ce virus. Donc la plupart des adultes n'ont pas présenté de symptômes. Et un certain nombre d'entre eux a présenté une mononucléose symptomatique. C'est une angine un peu fatigante qui peut traîner. Voilà, c'est souvent quelque chose d'assez banal. Et souvent, on n'en fait pas le diagnostic. Donc c'est un virus classique. Mais il a été remis sur le devant de la scène puisqu'il a été associé sur le plan épidémiologique à la survenue de la sclérose en plaques. Alors, il a été associé. Est-ce que c'est la cause de la sclérose en plaques? Est-ce que c'est une cause? Ou est-ce que c'est simplement une observation? Beaucoup de gens qui développent la sclérose en plaques ont ce virus. Alors, la cause, on ne peut pas dire ça aujourd'hui. Ce serait un peu simpliste. En fait, ce qui est démontré, et ce qu'on savait déjà depuis quelque temps, mais qui a été revisité et peut-être un peu mieux montré, c'est que c'est un facteur de risque de développer une sclérose en plaques. On sait depuis longtemps que les patients adultes qui vont développer une sclérose en plaques sont quasiment à 100% positifs, ont été infectés à un moment de leur vie par le virus d'Epstein-Barr. Mais néanmoins, les patients qui n'ont pas, les personnes qui n'ont pas la sclérose en plaques le sont aussi à 95%. Or, l'immense majorité d'entre eux ne développent pas la sclérose en plaques. C'est pratiquement 95% pour le BV, 1 pour 1000 pour la sclérose en plaques. Donc c'est un facteur de susceptibilité. Et ce qui vient d'être démontré, c'est que les sujets qui avaient contracté le virus EBV à un certain âge, puisque c'est une étude américaine qui a été faite chez des militaires, donc c'est des adultes jeunes, ces sujets qui avaient contracté le BV alors qu'ils étaient adultes jeunes avaient une plus forte probabilité de développer la sclérose en plaques, et on estime le risque relatif associé à cette infection tardive à peu près 30 fois. C'est un facteur de risque qui augmente de 30 fois la probabilité de développer une sclérose en plaques. Voilà. Mais il s'agit d'infections, je reviens sur cette étude récente, d'infections de sujets un peu âgés, puisque c'est des sujets qui étaient au service militaire. Or, l'immense majorité de la population se contamine à l'EBV dans des âges plus jeunes, en fait. Et probablement, le risque n'est pas le même quand on contracte l'EBV précocement ou tardivement. Quand vous dites EBV, c'est Epstein-Barr. Ok, c'est la même chose. Donc, c'est bien, c'est important pour pas susciter de faux espoirs. C'est un facteur de susceptibilité et ça ne concerne pas toute la population, c'est ce que vous dites. Voilà, toutes les personnes qui ont été en contact avec le BV ne vont pas développer une sclérose en plaques, loin de là. Loin de là. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de traitement miracle à attendre, du style, puisque EBV égale susceptibilité sclérose en plaques, et ben, vaccin EBV et plus de sclérose en plaques. Alors, c'est un problème compliqué. On peut envisager que le BV est un facteur presque nécessaire pour développer une sclérose en plaques, mais pas suffisant. Mais dans ce sens-là, peut-être qu'une intervention sur le BV pourrait ouvrir des perspectives thérapeutiques. En tout cas, c'est un enjeu de recherche. En revanche, il faudra le démontrer parce que rien n'est certain. Rien n'est certain. Le BV est un virus avec lequel on vit depuis la nuit des temps. En fait, notre organisme est habitué à être infecté par le BV. Donc, il cohabite avec nous. Et donc, traiter le BV, comment le traiter déjà? Et si on traite le BV, est-ce que les conséquences seront positives ou négatives? Ça reste des éléments qu'il va falloir démontrer. Donc encore beaucoup de choses, parce que traiter le BV, comment le traiter? C'est la question que vous posez. Aujourd'hui, on ne le traite pas. Non, aujourd'hui, on ne traite pas l'infection à EBV. Il y a plusieurs en fait, mécanismes possibles par lesquels le BV pourra intervenir dans la sclérose en plaques. C'est un virus qui infecte les lymphocytes B, qui sont des cellules immunitaires, qui sont ces lymphocytes B sont fortement impliqués dans la physiopathologie de la sclérose en plaques. Donc potentiellement, il y a plusieurs cibles d'action sur le cycle de l'EBV qui pourraient être tentées. On pourrait détruire les cellules qui ont été infectées par l'EBV, on pourrait agir sur la réplication ou le développement du virus, où on peut aussi envisager des vaccinations. Mais on ne peut pas prédire aujourd'hui que le résultat sera positif. Ce sont des développements de recherche qu'il va falloir mener, en fait. Voilà, donc
À suivre. Hein, c'est une affaire à suivre, intéressante. D'autant plus que les deux études récentes ont montré des résultats très complémentaires. Une étude a montré un lien statistique entre l'infection et le développement de la sclérose en plaques, mais une autre étude, plus complexe dans son approche et sa compréhension, qui est une étude immunologique, a montré que même des sujets qui ne sont pas infectés par le BV ont potentiellement des anticorps qui reconnaissent le BV, naturellement en fait, parce que ce virus a toujours cohabité avec l'espèce humaine et il est transmis, ces anticorps sont transmis en fait de mère à enfant. Et à un moment donné... Et parce qu'il fait partie aussi d'une famille de virus, non? C'est la famille de virus des herpès. Voilà. Mais oui, mais c'est quand même vraiment l'Epstein-Barr, il y a certains anticorps à faible affinité, ils ne sont pas totalement orientés, ils ne sont pas super spécifiques, mais ils reconnaissent le BV, alors qu'on n'a pas été infecté. Et à un moment donné, soit parce qu'on est infecté par le BV, soit parce qu'il se passe quelque chose dans le système nerveux, ça on ne le sait pas très bien, ces anticorps vont faire leur réarrangement et vont devenir à très haute affinité. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir une réactivité croisée entre l'Epstein-Barr et certaines parties du système nerveux, notamment dans la myéline, et ça pourrait contribuer à initier le processus de la sclérose en plaques. Donc ça, c'est hypothétique, mais c'est quand même une piste qui est très intéressante sur le plan immunologique, qui redonne un rôle complexe à l'EBV. Et par exemple, si on envisage une vaccination, il faudra faire attention à ne pas générer ces anticorps à haute affinité par la vaccination, qui pourrait être délétère. Qui pourrait être déclenché au contraire, voilà le processus de myélinisation. La réflexion et le développement de stratégies contre le BV, il faudra bien les évaluer parce qu'on ne peut pas absolument prédire quel sera leur impact. Peut-être positif, et ça peut être une vraie révolution médicale, mais il peut y avoir aussi des impacts inattendus, on va dire, et donc il faudra bien les surveiller. On est en plein dans l'ère du big data, et justement ces études sur des grands nombres, ça nous révèle des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Qu'est-ce qu'il y a comme autre d'études dans le domaine du big data qui pourrait nous apprendre des choses sur la sclérose en plaques? Alors ça, c'est un vaste champ. Le big data, comme on dit, c'est beaucoup d'analyses moléculaires, sans hypothèse a priori, où on va traiter des échantillons, par exemple de cerveau humain de patients qui ont la sclérose en plaques, on va les comparer à des contrôles, et on va traiter tout leur génome, ou toute l'expression de leurs gènes, ou toutes les protéines qu'ils synthétisent, et puis on fait des clusters, et on arrive à identifier des voies de signalisation, ou des organisations de communication cellulaire, qui sont un peu particulières dans la sclérose en plaques par rapport à d'autres. Et ça permet de réorienter en fait les recherches vers des voies qu'on n'aurait pas imaginées au départ, d'impliquer des cellules qu'on n'a pas envisagées au départ, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'application concrète, ça reste quand même du domaine de la science, mais ce qui est extraordinaire avec les analyses en big data, c'est l'accélération temporelle massive qu'on a pu voir ces 10 dernières années. Pour des travaux qui auraient nécessité il y a 20 ans, je ne sais pas moi, 10 ans ou 15 ans de travail, ou 20 ans de travail, aujourd'hui les résultats arrivent des fois en quelques mois. Donc, accélération et ouverture, c'est-à-dire qu'on néglige rien. On rassemble des données et on voit... On peut être amené à avoir des nouvelles hypothèses qu'on n'avait pas du tout envisagées, absolument. On sort un peu du cadre. Bah écoutez, je vous remercie pour ce point complet sur le BV et puis le Big Data concernant la sclérose en plaques. Merci. Merci. Nos émissions vous plaisent, alors aidez-nous à faire grandir la chaîne pour parler santé au plus grand nombre. Partagez, likez, abonnez-vous.